Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, Esprit Montagne déclare officiellement la saison d'été ouverte. À vous, les grands espaces, les randos, les luges d'été et bien sûr le ski. Réjouissez-vous, toutes les formes de loisirs touristiques en montagne, c'est son affaire. À notre invité, pourvu que ce soit en France. France Montagne, c'est l'organisme de référence pour un tourisme de qualité qui va toujours plus loin. François Gaillard, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le nouveau directeur de France Montagne. Dans un instant, vous nous direz tout sur votre état d'esprit, votre premier bilan et vos chantiers, bien sûr. Pour les travaux pratiques, on a convié Éric Gravier qui descend des Deux-Alpes. Merci d'être avec nous. Bonjour Lucille. Un habitué de cette émission, premier adjoint au maire des Deux-Alpes. D'ailleurs, aux Deux-Alpes, on y va tout de suite avec le grand angle. Car ça y est, cela vous a manqué pendant 4 semaines. Le ski c'est déjà pour aujourd'hui. Le glacier des Deux-Alpes est donc prêt pour son ouverture du 28 mai au 28 août. Tout se passe bien, Éric Gravier ? Très bien, on a très bien travaillé les remontées mécaniques. Donc la SATA a très bien travaillé tout l'hiver pour pouvoir préparer la saison d'été. Donc c'est des travaux qui permettent justement de garder la neige, de la compacter dès qu'elle tombe, des barrières avant qui permettent de la stocker et de la compacter et de préparer la saison d'été qui va ouvrir en avance par rapport à d'habitude. Là, c'est le 28 mai, donc c'est-à-dire samedi prochain. C'est ça. Alors, on voit ces images qui datent de l'an dernier. On va être très transparent. On sait que vos équipes sont encore au travail et le resteront d'ailleurs pendant ces 2-3 mois. Quelles sont les conditions ? On sait qu'il a fait très chaud en ce mois de mai. La neige est toujours là et de qualité ? Oui, on a la chance d'avoir eu de la neige qui s'est bien conservée par un travail exceptionnel justement des équipes de SATA qui nous ont permis de garder un enneigement suffisant pour ouvrir la saison d'été. Alors effectivement, c'est pas le plus gros cumul de neige que l'on ait eu ces dernières années. Néanmoins, les conditions sont là et on va tout faire pour les faire perdurer tout au long de la saison estivale. Mais comment est-ce qu'on prépare et on entretient le manteau neigeux à plus de 3000 mètres d'altitude ? Eh bien, c'est du damage au quotidien, c'est-à-dire que les équipes ne s'arrêtent pas de travailler, c'est-à-dire que tout l'hiver, c'est préparé bien évidemment, puisque ce sont déjà des pistes de ski pour le domaine d'hiver. Et puis, dès la fermeture, les équipes continuent à compacter la neige, à la travailler. C'est aussi du développement durable, c'est-à-dire qu'on sait que quand on travaille la neige, on la compacte, on la maintient la plus blanche possible, et ce qui permet de limiter un peu la fonte et de préserver justement ce glacier qui est quelque chose de fabuleux pour les Deux-Alpes. Oui, on peut y skier depuis le début des années 70. Est-ce que depuis, il s'est modernisé ? Alors, il s'est modernisé en termes d'infrastructure, remontée mécanique. Là, on a un gros programme, justement, les prochaines années d'investissement et de modernisation, notamment la chaîne qui nous permet de monter de la station jusqu'au glacier, avec l'infrastructure qui est au pied du glacier à 3200 mètres d'altitude. Donc là, ce sont des travaux qui vont démarrer dans les prochaines années. Ça va durer pendant 2 ans pour pouvoir avoir une infrastructure qui nous permette d'aller encore au-delà de ce qu'on pouvait proposer jusque-là à la clientèle. En termes de débit, de rapidité ? De débit, bien sûr, effectivement, et puis pas seulement pour les skieurs, puisqu'on a aussi les piétons, les VTT qui montent, et puis après des pistes, et notamment une piste de descente sur neige qui va ouvrir également samedi prochain. Donc toutes ces activités qui font notre renommée et qui est vraiment de bon augure avec cette saison qui démarre. Alors là, on vient de voir nos chères pioches qui nous permet de prendre le tire-fesse à 2, d'ailleurs, un de chaque côté. Elles vont rester en place ? Pour l'instant, oui, puisque c'est un glacier. Il y a 120 mètres de glace au 3e pylône d'épaisseur, donc on ne peut pas mettre une structure permanente. Seul l'ancrage de départ et l'arrivée sont sur la terre, et le reste, c'est posé sur la glace. Bon, alors en tout cas, pour cet été, on peut y skier normalement. La crise est effacée, il n'y a pas de souci. Oui, ça, très bien. Alors, c'est le plus grand glacier skiable d'Europe. Il y en a pour tous. On voit ici du ski, du snow. C'est pour tous les niveaux.
Bien sûr, le glacier des Deux Alpes a la particularité d'être très très bien exposé, pas très raide. Et donc effectivement, on peut monter avec des débutants, on a une petite piste d'apprentissage. Et puis après, avec des skieurs intermédiaires, on peut tout à fait évoluer. Et là, l'avantage, c'est avec l'enneigement, avec une ouverture anticipée comme ça au 28 mai, on va ouvrir de 3600 mètres jusqu'à 2600 mètres d'altitude. Donc tout le domaine d'altitude sera ouvert avec justement des pistes pour l'ensemble des pratiquants. Mais pas seulement les skieurs, comme je le disais. Il y a aussi une piste de VTT sur neige sur la partie haute qui permet de s'amuser pour ceux qui veulent venir s'y essayer. Et puis après, sur des pistes de VTT, après sur la partie basse, comme on a l'habitude de le faire. Et est-ce qu'on retrouvera aussi les équipes de France ? Bien sûr, pas seulement les équipes de France, les équipes de France, les équipes italiennes, des équipes étrangères qui viennent s'entraîner. On a aussi la particularité cette année, c'est d'avoir préparé un cross-park, c'est-à-dire pour pouvoir accueillir justement les équipes de France et les équipes étrangères en ski cross et en snowboard cross, c'est-à-dire un parcours permanent qui a été mis en place ce printemps, testé par les équipes de France, notamment des champions comme Jean-Fred Chapuis, Chloé Trespech qui sont venus essayer le parcours, qui va être mis en place pour pouvoir leur permettre de s'entraîner dès le 28 mai prochain. Et puis avec l'objectif, c'est d'avoir ce parcours permanent d'entraînement pour les équipes, mais aussi qui sera support d'une candidature à 2 Coupes du Monde à la Toussaint, que l'on espère avoir. Il y a le congrès de la FIS qui va avoir lieu à la fin de la semaine. Et donc on est candidat pour avoir une Coupe du Monde de snowboard cross et une Coupe du Monde de ski cross à la Toussaint prochaine. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. François Gaillard, quelle place occupe le ski sur glacier pour la saison estivale déjà et puis pour vos perspectives de développement ? Ça fait partie du panel de l'offre des stations l'été. Bien évidemment, toutes ne peuvent pas le proposer, mais ça fait partie de la demande. Et évidemment, aujourd'hui, la saison estivale a le vent en poupe, comme on en parlera, j'imagine, tout à l'heure. Absolument, absolument. Est-ce que, Éric Gravier, on peut être inquiet, bien évidemment, par ce climat? Il a fait très chaud, on le rappelle, en ce mois de mai. C'est pas la première fois. Ici, sur ces images, on était en 2019. Il faisait aussi très, très chaud. Il faut skier très tôt, le matin, bien sûr. Est-ce qu'on est inquiet pour l'avenir du glacier ? Alors, on fait tout pour le préserver, comme je le disais. C'est avec un travail régulier et permanent qui nous permet justement de le conserver. Et puis, on a des projets d'avenir pour pouvoir justement le préserver encore mieux et pouvoir éventuellement régénérer. C'est ce qu'ont sauvé un petit peu les glaciers suisses et autrichiens avec de la neige de culture notamment, qui ont permis de régénérer certains glaciers et éviter leur fonte. Donc en travaillant, comme je le disais, avec une activité et puis le travailler régulièrement, ça nous permet également de le préserver. C'est une bonne nouvelle en tout cas, cette ouverture précoce de ce glacier. Très bonne nouvelle. Ça nous a à peine manqué, ces 4 semaines sans ski. Il fallait qu'on se repose quand même de cette saison exceptionnelle. C'est sûr. Écoutez, vous avez la parole. On va vous la laisser juste après ce jingle. France Montagne, c'est le focus d'Esprit Montagne. François Gaillard, vous avez été nommé directeur de France Montagne en octobre 2021, mais vous avez pris vos fonctions en février dernier. Tout se passe bien? Ça va? Ça va, super. La montagne est un environnement accueillant. Oui, surtout quand on vient de Lyon. Vous avez passé 17 ans aux commandes de Only Lyon, donc Tourisme et Congrès. C'est un office de tourisme très innovant en matière d'attractivité. Pourquoi avoir pris ce nouveau virage vers vos racines, donc ? Oui, parce que je suis savoyard d'origine. J'ai grandi dans les montagnes et je m'étais toujours promis de revenir pour contribuer à leur développement, à leur promotion nationale comme à l'international. Donc je me suis exporté pendant quelques années, pas très loin, puisque ça reste la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est une porte d'entrée sur nos montagnes. Mais je suis heureux aujourd'hui de revenir, et particulièrement à une période où effectivement il faut qu'on réfléchisse à un renouveau de notre montagne, faire face à de nouveaux enjeux, et après avoir traversé cette crise, je pense que c'est le bon moment pour se poser les bonnes questions. Oui, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette expérience sur du plat, plat, c'est moins plat qu'à Grenoble, Lyon bien sûr, mais que vous a apporté cette expérience justement dans votre, on va dire, en pensant aux chantiers qui arrivent? Écoutez, c'est l'expérience du faire ensemble, cette culture du travail dans le collectif, au-delà des clivages politiques, économiques ou autres, de réussir à faire travailler main dans la main, là en l'occurrence pour la métropole de Lyon, 59 communes.
Donc vous imaginez la complexité de cela, au profit d'une cause commune et afin que tout le monde puisse derrière vivre d'une activité, d'une filière, le tourisme, et préserver des grands équilibres aussi. Voilà, la qualité de vie des habitants, la prospérité des entreprises, des socioprofessionnels et la qualité d'accueil des visiteurs qui étaient nombreux sur Lyon, plus de 6 millions de visiteurs annuels. Voilà, préserver ces équilibres, c'est le secret d'un développement touristique durable, au sens noble du terme, pour les générations futures. Et peut-être aussi imaginer toujours ces passerelles entre la ville, la montagne, c'est-à-dire offrir des packs complets pour on va dire plutôt les touristes de l'étranger. Est-ce que ça fait partie aussi de vos perspectives, davantage renforcées dès lors qu'on vient en montagne, il faut aussi pouvoir envoyer vers la ville? De plus en plus, même si notre réflexion à France Montagne porte sur l'ensemble des massifs français, mais il est vrai que sur Auvergne-Rhône-Alpes, la complémentarité ville-montagne est intéressante. Sport sur et du culture, prêt ou du post-séjour pour nos voyageurs, notamment internationaux, qui veulent allier découvertes culturelles, gastronomiques, patrimoine matériel, immatériel et les bienfaits de la montagne. Alors vous avez pris donc la direction de cette institution en pleine reprise de l'activité hivernale qui avait été à l'arrêt complet un an auparavant. C'était un contexte très particulier. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé, cette situation ? De manière positive, comme tout ce que j'appréhende. Il y a eu évidemment des aspects extrêmement durs et négatifs de cette crise. Cette saison blanche a été terrible. Elle a eu aussi pour bienfait de contribuer au rassemblement de tous, à resserrer les liens, à stimuler le combat collectif. Et je pense qu'un des gros enjeux, des gros enseignements qui doivent être tirés de cette crise que nous avons traversée, c'est de préserver à tout prix cette dynamique collective, se faire ensemble et ne pas attendre les prochaines crises justement pour réapprendre à travailler main dans la main. Justement, on avait beaucoup parlé de cette accélération de la réflexion, de ces enjeux qui sont apparus plus tangible que jamais au moment de cette crise. Et puis le ski est revenu et la neige aussi. Et est-ce que finalement, la réflexion finalement a stagné un petit peu, ou est-ce qu'on est toujours justement dans cette accélération de ces projets ? Les réflexions n'ont pas attendu la crise pour arriver, et la montagne a toujours, depuis des décennies, été un environnement innovant qui voyait au-delà du lendemain. Donc ça a juste accéléré certaines dynamiques, évidemment. La conscience sociale et environnementale est plus que jamais présente, et on essaye de travailler évidemment à la développer, mais aussi à la promouvoir, parce que la montagne n'est pas en reste. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont d'ores et déjà prises sur ces thématiques-là. Il faut aussi qu'on réussisse à les valoriser auprès de nos clients, et c'est tout le propos de France Montagne. C'est-à-dire évidemment créer du désir de montagne, en France comme à l'international, et Dieu sait qu'il y a des marges de manœuvre encore fortes, sur la pénétration du marché domestique notamment. On n'a pas une culture montagne très développée en France, donc il y a du travail. Mais il faut aussi accompagner, faire venir, c'est bien, des nouveaux consommateurs. Il faut aussi leur expliquer comment on consomme la montagne, que ça implique un certain nombre de règles, des responsabilités aussi, et tout ça est un travail quand même massif. Voilà. On ne peut pas juste se limiter à la promotion, il faut aussi expliquer, et c'est un des gros enjeux de la montagne de demain. Alors, on n'a pas cette culture montagne. On est quand même, avec les États-Unis, on se tire la bourre un petit peu chaque année, à savoir quelle est la première destination mondiale. Je crois qu'en 2016, les États-Unis étaient repassés devant la France. La France reste aussi la première destination touristique au monde. Pas assez avec la montagne, alors. Ça dépend où on met le curseur. Ouais. Vous savez, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Pour moi, en termes de beauté des massifs, on est numéro 1. Après, il y a les journées skieurs, il y a tout un tas de choses. Voilà. Non, on n'est pas un pays avec une culture montagne très développée, parce qu'on est un pays avec des montagnes, et pas un pays de montagnes, comme peuvent être la Suisse ou l'Autriche. Donc on a un potentiel, et c'est plutôt positif, de développement de la promotion de la montagne et de ses bienfaits forts sur l'ensemble des bassins émetteurs nationaux, avant même d'aller chercher de la clientèle internationale. On voit à quel point cette clientèle domestique, elle est importante, parce qu'elle nous permet d'être extrêmement résilients dans les crises économiques, sanitaires, sécuritaires qu'on a pu traverser. C'est grâce à ces clientèles domestiques qu'on réussit à avoir une activité qui se maintient et qui reprend de plus en plus vite aussi. Donc elle est très importante à préserver. Et donc cette culture montagne, il faut la développer, expliquer.
à l'ensemble de nos petits Français à quel point la montagne a des bienfaits, particulièrement dans le monde tel qu'on est en train de le voir évoluer, qui devient de plus en plus dur, avec des démographies qui se développent, des crises, des problématiques de pollution, etc. Donc, plus que jamais, la montagne est la destination du 21e siècle. Ça a changé depuis cette crise, justement, oui, avec cette ça a vraiment de la développé les montagne en consciences. été. Ça a été un déclencheur. Cette crise, elle est terrible. Elle a été terrible d'un point de vue humain, évidemment, mais elle a eu aussi certains bienfaits pour la montagne, qui étaient de la mettre sous le feu des projecteurs et d'expliquer à quel point c'était la destination que les gens attendaient pour se retrouver, pour se ressourcer, pour s'oxygéner, pour se rafraîchir l'été. Et tout ça dans une proximité extrêmement intéressante au niveau national, dans un monde dans lequel on se rend compte que les transports ont un impact lourd sur l'environnement, et que finalement, dans un rayon de 2 heures autour de chez soi, que ce soit en train, en voiture, on peut avoir un massif et profiter de tous ces bienfaits-là. Donc oui, le fait que nos visiteurs aient été un peu bloqués sur les voyages internationaux, ça a contribué aussi à valoriser ces bienfaits et on doit continuer à surfer sur cette vague positive. Ça a été palpable aux Deux Alpes, Éric Gravier ? Oui, tout à fait. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit. L'hiver où effectivement on n'avait pas pu proposer justement du ski à nos touristes. Pour autant, ils sont venus en station pour se promener, pour faire du ski de randonnée pour certains, mais s'oxygéner, pour prendre l'air tout simplement. Et on avait quand même une fréquentation. On a vu cet hiver et on avait fait ce qu'il fallait. Bien sûr, c'est-à-dire que il y avait des activités qui étaient proposées, bien sûr que ça a été de l'investissement pour les stations, pour mettre en place. Voilà, tout à fait. Et les clients qui sont venus à cette période-là ont été très satisfaits. Et d'ailleurs, beaucoup ont reconduit leur séjour cet hiver. On a vu le retour de l'activité ski qui a été fabuleuse cet hiver dans tous les massifs français. Et c'est vrai qu'on ne peut que s'en réjouir. Et beaucoup de clientèle française, effectivement, qui sont revenus justement en station de ski et redécouvrir le ski pour ceux qui l'avaient peut-être abandonné passé un certain temps. Et donc la saison a été très très bonne cet hiver, effectivement. Mais si on revient sur cette fameuse résilience qui avait permis de surdévelopper même certaines activités qui étaient secondaires, voire bien au-delà. La raquette a toujours beaucoup de succès. Et là, vraiment, les raquettes étaient en rupture. On n'en trouvait plus. Il a fallu justement imaginer, réinventer les pratiques de la montagne. Quel bilan a été justement celui de l'hiver dernier par rapport à ces activités qui avaient explosé lorsqu'il n'y avait pas de ski? Est-ce qu'elles se sont maintenues? Non. Malheureusement, non pour certaines. Alors, bien sûr, la raquette, le ski nordique avait aussi très très bien évolué. Le ski nordique est resté un petit peu stable. Par contre, pour la randonnée, par exemple, le ski de randonnée où il n'y avait que ça à faire l'hiver où c'était fermé, cet hiver, ça a été bien plus limité. C'est redevenu une activité annexe, on va dire. Les gens ont souhaité skier classiquement. Et est-ce que cette culture montagne, ce n'est pas aussi ces autres pratiques qu'il faut stimuler, créer le besoin davantage, comme cela avait été le cas pendant cette crise sanitaire, mais vraiment créer ce besoin et appeler ces nouveaux touristes de montagne? Oui, il faut expliquer, montrer toutes les pratiques. Il faut, et c'est un peu aussi notre propos, essayer de démystifier un petit peu la montagne auprès des publics non pratiquants de la montagne, parce que la montagne peut avoir... on peut avoir des préjugés sur la montagne, se dire non, c'est pas pour moi, j'ai pas le niveau pour la pratique du ski, ou c'est pas dans mes budgets, vous voyez, et donc c'est cher, c'est froid, j'ai pas ce que je vais y chercher. Oui, je vais avoir l'air ridicule parce que je suis débutant et je veux pas ça. Et donc il faut bien qu'on explique quand on est France Montagne à tous ces gens que si, quelle que soit votre envie, votre profil, votre niveau de pratique, votre budget, il y a une montagne qui vous correspond. Et la force, on parlait du numéro 1 de la montagne, la force de l'offre française, c'est la diversité de ses massifs et de ses stations. Des stations d'altitude, des stations villages, des paysages extrêmement diversifiés et complémentaires. Qui ont chacun leur histoire. Pas de concurrence, en fait, de la complémentarité. Et quelles que soient nos envies et nos possibilités, on peut trouver en France une montagne qui nous correspond. Et c'est ça, vraiment, notre enjeu de demain. Alors,
On n'a pas commencé par le commencement, mais pour ceux qui ne connaissent pas France Montagne, qu'est-ce que c'est France Montagne? Qu'est-ce que c'est sa mission? C'est une association qui a été créée il y a plus d'une dizaine d'années et qui regroupe à travers ses membres fondateurs, donc le SNMSF, ANMSM, l'Association des maires de stations de montagne, et DSF, Domaine skiable de France, mais bien sûr aussi toutes les stations et tout l'écosystème montagne qui participent à nos côtés, donc à notre action, et qui est une association qui a pour but de promouvoir la montagne française. C'est comme un office de tourisme géant à l'échelle de la montagne en alors France. peut-être plus une structure de lobbying et de communication, puisque notre action est une action de communication pure. Notre objectif, c'est de créer du désir de montagne chez les clients, pratiquants ou non pratiquants de glisse, avec bien sûr toujours la glisse en tête de gondole, mais pas que, été comme hiver. Et de fédérer autour de nous tous les acteurs de la montagne qui sont évidemment concernés directement ou indirectement par la bonne santé de la filière touristique en montagne. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent aussi sur le tourisme en montagne, vous venez de le dire. C'est vraiment un organisme qui travaille en très étroite collaboration, qui travaille en cohérence. En fait, le but, c'est vraiment de trouver de la cohérence pour un même message. Oui, qui doit travailler en collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les stations, les offices de tourisme, les comités départementaux du tourisme ou les comités régionaux, ou même Atout France au niveau national, pour bien comprendre quels sont leurs champs d'action et pour apporter des actions complémentaires à tout cela. France Montagne porte des campagnes génériques de promotion de la montagne française en général au profit de tous. Et pour que notre action soit utile, elle doit évidemment être consciente des actions des uns et des autres pour ne pas venir en doublon, en parasitage, mais bien en complémentarité. Et par contre, chasser en meute quand on le souhaite de manière délibérée pour avoir une force d'action beaucoup plus forte. Alors, quelques mois après votre prise de fonction, quel est votre bilan, vos observations, on va dire, sur cette montagne en hiver, ce premier hiver? Voilà. D'abord, on ne peut pas occulter la crise qu'on a traversée et cette saison exceptionnelle. Et cette saison exceptionnelle, elle ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il y a évidemment un effet rattrapage sur cet hiver qui est fort du fait de la frustration que nous avions eue l'hiver dernier. Donc ça, c'est le premier point, ne pas pêcher sur ce point sur la saison d'hiver prochaine, et puis aussi être conscient qu'il y a eu des effets de report. Je pense au retard à l'allumage notamment des stations autrichiennes au mois de décembre, qui fait qu'on a eu un report de clientèle important sur nos stations et qui doit aussi être pris en compte. Donc pour la saison prochaine, on doit redoubler d'énergie pour promouvoir la montagne et faire en sorte que les gens pensent à nous et pas envie d'aller ailleurs, sur d'autres massifs, à l'international ou sur d'autres destinations. La campagne, le littoral, l'international sur les destinations soleil. Et c'est toute notre responsabilité à France Montagne que de travailler sur cela. Donc on va développer de grandes campagnes, plus grandes que jamais, avec des enjeux de communication qui sont forts. Nous allons faire revivre un slogan légendaire qui est « La montagne, ça vous gagne ». Voilà, un des slogans les plus puissants de l'histoire de la communication en France, qu'on a la chance de pouvoir utiliser et on ne va pas se gêner. Donc après 30 ans, c'est le grand revival de la montagne, ça vous gagne, avec des campagnes d'envergure. On sait qu'il y a une approche assez très, très affinitaire et affective avec ce slogan, quelles que soient les générations. Et donc l'idée, c'est de mettre vraiment la montagne dans toutes les têtes, dans toutes les bouches, dès cet été. À travers notamment nos partenariats sur le Tour de France, où on va déjà commencer à faire des teasings importants. On sait à quel point cet événement mondial est observé. Et puis après, à l'automne, à travers des grandes campagnes nationales et internationales. Avant de parler de l'événementiel, est-ce que Barry White sera encore là, justement? Parce que pour beaucoup, il est associé à ça. Alors Barry White, ça nous parle à nous, je pense. La montagne, ça vous gagne. Moi, j'entends Barry White. Ça parle à ceux qui ont vu les campagnes de l'époque, des années 90, plus aux jeunes, en fait. Voilà. Donc la force de ce slogan, c'est qu'aujourd'hui, un jeune de 14 ans le connaît. Il ne l'associe plus forcément à Barry White. Par contre, il le connaît et c'est ce qui est assez incroyable. Donc on va capitaliser sur le slogan, on va en faire un bloc marque fort. Non, il n'y aura plus Barry White, je suis désolé. Donc innover, c'est se souvenir de ce qui fonctionne aussi. En fait, être un bon marketeur, quelle que soit la filière, dans le tourisme ou si on vendait des produits laitiers, c'est de savoir reconnaître ce qui fonctionne et ne pas le remettre en cause. Voilà.
Et bon, prenez le stylo Bic, il n'a pas changé depuis les années 50. Et la vraie force, la vraie intelligence des marketeurs qui travaillent sur ce produit, c'est d'avoir su ne pas le remettre en question. La montagne, ça vous gagne, c'est vraiment un des 10 slogans les plus puissants de l'histoire de la communication en France. Il est là. La vraie faute professionnelle, ce serait de ne pas l'utiliser au profit de notre cause commune, collective, qui est ambitieuse. Alors, on parlait de l'événementiel il y a un instant, avec cet événement qui va se passer pas très loin de chez vous, aux Deux Alpes, donc l'Alpe d'Huez, bien sûr, les 21 virages, on les attend tous pour le milieu du mois de juillet, pour la fête nationale même d'ailleurs. L'événementiel, c'est vraiment un axe de communication rêvé. On sait que, par exemple, les mondiaux arrivent, les mondiaux FIS à Courchevel-Méribel 2023. C'est vraiment un vecteur de communication déterminant. Toujours, oui, à condition de capitaliser sur les bons événements. Et d'un autre côté, d'être toujours là où on ne nous attend pas, donc de surprendre nos cibles. Donc un méga événement, c'est évidemment une opportunité unique de faire passer des messages. Là, en l'occurrence, le Tour, un des plus gros événements au monde, avec un rayonnement international complètement dingue. Là, c'est la vitrine. Là, c'est la vitrine. On est partenaire depuis des années. On sera présent sur les étapes de montagne, notamment le 14 juillet sur la montée de l'Alpe. Là, évidemment, on va utiliser cette opportunité pour faire passer des messages forts, à la fois dans de la séduction, donc promouvoir la montagne et ses bienfaits, mais aussi comme un déclencheur auprès de nos clientèles fidèles pour qu'elles se disent « Ah oui, tiens, c'est peut-être le moment, chérie, de penser à réserver notre séjour parce que, voilà, il ne faut pas qu'on rate la prochaine saison. » Donc oui, c'est extrêmement intéressant. Ça fait partie du marketing mix aujourd'hui, au même titre qu'une campagne télé ou que des pubs dans la presse. L'événementiel est un moyen extrêmement intéressant de faire passer des messages. On s'y prépare d'ailleurs aussi au Tour, aux Deux Alpes, parce que... Oui, au Tour, puisqu'il passe à côté, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'événementiel fait partie aussi de la saison estivale. Et aux Deux Alpes, on est assez riche en événements qui nous permet à la fois de faire de la notoriété, mais aussi du trafic sur la station. Donc on a bien sûr énormément durant l'été. On a l'ouverture de la Coupe de France de VTT. La montagne Ophel, voilà, bien sûr, la montagne Ophel qui est la 22e édition. Et puis on a aussi d'autres événements, soit culturels ou des animations, comme la fête des foins ou la fête du 15 août. Et puis des nouveaux événements également qui vont avoir lieu cet été, notamment une course de vélo, la course des Alpes, donc qui part de Nice et qui finit à Megève. On aura 2 étapes aux Deux Alpes durant la saison d'été. Et puis un camp fitness avec Billy Billingham début septembre, qui est aussi une nouveauté en termes d'animation. Donc c'est échelonné toute la saison estivale par justement de l'événementiel, un petit peu donc dans différents domaines, que ce soit du ski, que ce soit du trail, du vélo de route ou du VTT, bien évidemment, qui sont toutes les activités qu'on peut proposer à notre clientèle durant la saison estivale. C'est plus difficile de communiquer en été qu'en hiver sur la montagne ? C'est de moins en moins difficile. Parce que... On voit avec tous ces différents teasers notamment. Alors là, c'est ça, c'est les Deux Alpes 4 saisons, oui. C'est de moins en moins difficile parce qu'effectivement, la période qu'on vient de traverser a montré à quel point la montagne avait des atouts, en fait, l'été, pour faire face aux difficultés de notre quotidien, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Donc, retrouver de la fraîcheur, s'oxygéner, se retrouver en famille... s'isoler, parfois quand on a besoin, se perdre dans la forêt pour se retrouver aussi personnellement, c'est important. Et puis diversifier les activités. Il est important d'expliquer qu'on peut pratiquer en montagne tout autant d'activités que partout ailleurs, souvent plus. Il y a aussi des plans d'eau, et Dieu sait que l'eau est un facteur d'attractivité naturelle fort. Voilà, donc ce coup de projecteur nous a été utile et on compte bien continuer à surfer sur cette tendance. Été et 4 saisons davantage, est-ce qu'on y parviendra ? Alors, je crois que la question du 4 saisons fait discuter beaucoup. On est plus dans une volonté d'élargissement des ailes de saison, essayer de bien réussir nos démarrages de saison, réussir aussi les clôtures de saison, appuyer avec des campagnes, comme on l'a fait encore cette année sur notre grande campagne, le Printemps des montagnes, pour expliquer la diversité des offres dans nos stations,
sur ces périodes-là, même si évidemment le ski reste toujours en tête de gondole, mais on ne pratique pas le ski au printemps dans toutes les stations. Donc expliquer qu'on peut aussi pratiquer des activités de découverte, balnéo, bien-être, autour de la gastronomie, évidemment, on en parlait tout à l'heure, ou de l'événementiel, avec des festivals de musique assez incroyables qui se développent partout, dans tous nos domaines. Donc, les deux Alpes ont leur festival, avec France Bleu Isère. Oui. Au printemps, enfin, fin de la saison d'hiver. Donc expliquer tout ça pour avoir vraiment de vraies saisons qui sont vraiment solides, ça c'est la priorité. Avoir une vraie belle saison estivale, c'en est une autre. La montagne 4 saisons, on se concentrera dessus un peu plus tard. Et techniquement, c'est compliqué aussi, parce qu'il faut effectivement se remettre d'une saison très, très lourde et très chargée, notamment au niveau des effectifs. C'est ça. Alors, bien sûr, les France Montagne, c'est énormément de stations, c'est énormément de villages, c'est beaucoup de métropoles aussi qui travaillent aussi et notamment celle de Grenoble qui travaille beaucoup pour la communication sur la montagne. Les Deux Alpes est une des stations qui est particulièrement active pour porter l'image du massif alpin, bien sûr en France, et qui se développe. Alors, au niveau populaire, on a souvent dit les Deux Alpes, ça bouge pas beaucoup. Là, on peut plus dire ça du tout. Non, alors on parlait des saisons. Nous, on a la chance d'être un peu exceptionnel dans le lot des stations, puisque nous, on a déjà 3 saisons. La saison d'hiver, bien évidemment. La saison d'été, grâce justement à ce glacier, mais on a aussi la saison d'ouverture à la Toussaint. Et comme on le disait précédemment, on essaie d'étendre un petit peu les saisons avec différentes activités. Le ski, bien évidemment, mais avec le VTT, l'été, le trail, et puis effectivement de la randonnée, du vélo de route. Enfin voilà, et donc échelonné par des événements ou des animations qui nous permettent, encore une fois, de faire de l'événementiel, la notoriété, mais aussi de faire venir des gens, donc du trafic sur la station. C'est ça, le développement de l'événementiel et des structures également, qui sont en pleine expansion. Bien sûr. Ben oui, on a changé de délégataire récemment. Et donc, c'est SATA Group qui maintenant exploite les remontées mécaniques de la station des Deux Alpes. Donc, l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, la Grave-la-Mège. C'est ça. Et donc, on a beaucoup de projets de développement. Ça a déjà démarré et c'est de très, très, très bon augure. Et les chiffres de cet hiver viennent conforter un petit peu ce renouveau et ce démarrage de redéveloppement dont on avait besoin pour rénover nos installations, que ce soit les remontées mécaniques, les pistes de ski ou de VTT, et renforcer également la neige de culture, le cas échéant, pour justement ces ailes de saison, le démarrage, le début de saison, et compléter un petit peu cette neige naturelle quand on en a besoin. Et les structures d'accès aussi, ça c'est un des enjeux, des plus gros enjeux d'ailleurs de la montagne. Oui, alors il y a beaucoup d'enjeux également avec les ascenseurs véléens qui sont en plein développement dans notre canton de Loisan, avec plusieurs types de remontées qui sont en prévision et que l'on espère bien développer pour justement limiter le trafic des voitures. Et ça peut être une petite révolution aussi pour drainer un nouveau public, des nouveaux touristes aussi. Oui, particulièrement sur les jeunes publics qui sont extrêmement sensibles à ces thématiques-là. Expliquer qu'on peut accéder à nos stations autrement que par des véhicules individuels. Le ferroviaire est évidemment un facteur de développement important pour nous dans les prochaines années. On le disait, les ascenseurs valéens, énorme enjeu aussi. On sait que la part du transport sur le bilan carbone d'un séjour, mais c'est pas propre à la montagne, c'est propre au tourisme en général, est énorme, 65 à 70% du bilan. C'est pas tant l'exploitation des domaines skiables ou l'activité ski qui est impactante, c'est vraiment le transport, et c'est là-dessus qu'on doit agir avec les pouvoirs publics, évidemment, parce que ce sont des enjeux qui nous dépassent en tant qu'acteurs de la montagne, avec les pouvoirs publics, avec les transporteurs nationaux, internationaux, développer les trains de nuit, faire revenir l'Eurostar jusque chez nous, etc., etc. Voilà, il y a des gros enjeux sur le transport qui sont évidents. C'est un de vos plus gros chantiers, ça? Un des chantiers qui sont des chantiers complexes, lourds, de lobbying, d'accompagnement, d'échanges, voilà. Mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas la main sur tout dans ce qui touche à notre destinée touristique. Et j'aurais voulu qu'on parle du VTT aussi. Alors VTT ou vélo électrique, est-ce que le vélo électrique aujourd'hui avec
son explosion, pourrait devenir presque le ski d'été, on va dire, avec vraiment de grosses capacités d'accueil touristique pour toutes ces personnes qui veulent profiter des stations, des structures à VTT et non pas à ski. Oui, bien sûr. Le VTT avait déjà démarré avec l'utilisation des remontées mécaniques pour faire du VTT de descente, mais l'arrivée des vélos électriques avec assistance électrique est un bienfait pour les personnes qui ne voulaient pas pédaler, tout simplement, avec moins d'efforts, permet justement d'évoluer sur nos territoires de façon plus aisée, et ça c'est très, très, très bien développé. Et puis les parcours sont mis en place avec des bornes de recharge échelonnées sur l'ensemble des parcours. Ça fait partie du développement de nos stations, bien évidemment. Pour vous aussi, c'est un axe énorme devant nous. Ça contribue évidemment à rendre la montagne plus accessible, plus inclusive, tout simplement. Et ça montre à quel point on peut être confiant dans l'avenir. La capacité d'innovation, en fait, rend la montagne plus inclusive, plus respectueuse de son environnement aussi. Voilà. Moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas opposer développement et responsabilité sociale et environnementale. Il faut croire en la capacité d'innovation de l'homme. C'en est une, il y en aura d'autres demain, sur l'hydrogène, sur d'autres thématiques. Et on peut avoir une activité pérenne, durable au sens noble du terme, sans forcément sacrifier l'accueil, les flux, etc., sans parler forcément de décroissance, mais en continuant à se creuser la tête pour avoir un impact moins fort, tout simplement. Et je crois énormément aux capacités de l'homme dans ce sens. Donc j'ai l'impression que innover, booster, ça ne veut pas dire accélérer. Il faut prendre son temps pour réfléchir dans le bon sens. C'est vraiment ce à quoi vous vous attelez aujourd'hui. Savoir se satisfaire de ce que l'on a, le faire mieux, améliorer nos capacités d'accueil, notre qualité d'accueil. Privilégier la qualité, parfois la quantité, savoir développer aussi quand on a besoin de le faire. On parle des ailes de saison, etc. Il faut agir. On a la capacité d'accueillir, donc faisons-le. Mais faisons-le en pleine conscience, et en pensant aux générations futures. On a compris votre message. Bon, on finit sur les temps forts aux Deux-Alpes alors pour cet été ? Oui, alors il y en a beaucoup. On peut les énumérer peut-être. Allez. Donc on a une déjà minute pour le faire. Ah, Bon, on a la Coupe de France de VTT, ouverture le 17 juin. La montagne Noffel, toujours en VTT, le 22 juin. Ensuite, on aura la fête des foins et puis la fête du 15 août. Et puis surtout, le défi de la Muselle, un trail du 17 au 20 août. Donc 4 jours de trail avec environ 100 km de trail en 4 jours. Donc une très très belle épreuve qui est nouveau cette année. Et puis comme je le disais, la haute route des Alpes avec 2 étapes aux Deux-Alpes qui auront lieu le 23 et 24 août. Et on terminera du 1er au 5 septembre avec l'Alpine Fitness Camp de Billy Billingham, qui est un présentateur très connu au niveau du Royaume-Uni. Et qui sont va y faire ? Et donc du fitness. Donc pendant 4 jours. Venez participer, c'est une première et on va voir ce que ça peut donner au niveau des retombées. Gastronomie d'abord et fitness après, ou ça dépend, ou l'inverse, ça dépend. On rappelle que vous avez un très bel établissement étoilé, le Chalet Monnier historique. Sur votre territoire des Deux-Alpes. Merci beaucoup, Éric Gravier. C'est Lucille. Et merci à vous. Bon travail. Vous avez de beaux chantiers devant vous et on ne doute pas évidemment du succès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. On se retrouve dans 2 semaines ici sur ce même plateau. Et d'ici là, montez, profitez de nos espaces et notamment du glacier des Deux-Alpes. Merci encore. Au revoir. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.